Messieurs, dames, bonsoir. Alors soyez les bienvenus pour cette conférence. Avant de démarrer, je vais quand même vous présenter un tout petit peu ce qui arrive, parce que j'ai remarqué qu'à la fin de la conférence, les gens partent un peu vite. Donc, un cycle de cours du soir démarre le 20 novembre, avec un premier cours du soir sur les planètes géantes du système solaire, donc sur les épaules des géantes par Vivien Parmentier de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ensuite, vous avez un deuxième cours qui va avoir lieu, qui sera donné par Pierre Thomas. Si ma mémoire est bonne, ça va être le 24. 50 ans d'exploration des planètes et satellites telluriques. Le troisième cours aura lieu au début du mois de décembre, le 4, si ma mémoire est bonne. Le Soleil, son activité et les relations Soleil-Terre par Carl Ludwig Klein de l'Observatoire de Paris. Et puis un quatrième cours qui aura lieu aux alentours du 18 décembre, la conquête spatiale des petits corps du système solaire, donc par Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Voilà, donc ça c'est pour vous dire, hein, c'est un petit peu notre année sur le système solaire. On la clôturera de cette façon-là. Et tant qu'à parler du système solaire, nous recevons ce soir donc Laurent Jorda, astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui va nous parler de la mission Rosetta, donc terriblement d'actualité en ce moment. Voilà, je lui cède la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Ouais, voilà, donc je vais vous parler de Rosetta pendant toute cette soirée. Donc, je travaille depuis 20 ans sur la mission Rosetta. Donc, je suis responsable de la reconstruction 3D en fait, du noyau à partir des images de la caméra scientifique. Donc, je vous montrerai en particulier des modèles 3D de la comète, dont certains, la plupart d'ailleurs, n'ont pas été diffusés. Et donc, ma présentation aura trois parties essentiellement. Donc, la première partie concernera la présentation de la mission Rosetta elle-même. Vous allez voir, c'est surtout un album d'images en fait. Et après, je vous montrerai les observations de la comète Churyumov-Gerasimenko depuis à peu près cet été. Et dans la dernière partie, je vous parlerai de ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est-à-dire l'atterrissage d'un module à la surface d'une comète, ce qui sera une première mondiale, enfin ça n'a jamais été fait. Donc on verra comment ça va se passer et quels sont un peu les défis et les enjeux. Donc voilà. Donc la mission Rosetta en fait a été nommée à partir de la pierre de Rosette. Donc comme vous savez en fait la pierre de Rosette a été utilisée pour décoder les hiéroglyphes égyptiens puisqu'elle contient sur cette pierre sont gravées des inscriptions dans plusieurs langues dont le grec est en écriture hiéroglyphique égyptienne. Donc et la mission Rosetta en fait a été nommée à partir de la pierre de Rosette pour essayer de décrypter les comètes qui sont des objets fondamentaux dans le système solaire, parce qu'ils ont été formés au début de l'histoire du système solaire. Et c'est à partir des comètes qu'ont été formées la plupart des planètes. Et peut-être aussi l'eau terrestre a été apportée en partie par des comètes. Donc l'objectif de la mission Rosetta, parce qu'en fait c'est une mission très ambitieuse, qui avait des objectifs donc à la hauteur, disons, de la complexité de cette mission et de sa durée. Donc l'objectif était d'abord de bien caractériser les noyaux cométaires, donc à travers la mesure de la forme précise des noyaux, leur topographie. On verra que c'est important en fait. De mesurer la masse et le volume de la comète et d'en déduire la densité avec une précision très importante, parce que la densité des noyaux de comète en fait est totalement inconnue, à un facteur 2 près au moins. Et aussi d'essayer de comprendre la structure interne des comètes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une comète, de faire des études géologiques détaillées, c'est-à-dire de comprendre quels sont les processus à l'œuvre à la surface des comètes. Il y a aussi toute une série d'objectifs qui sont liés aux études, enfin, à une meilleure compréhension en fait, des mécanismes de dégazage des comètes, puisque en fait, vous savez que les comètes ont des compositions qui combinent des glaces, en particulier la glace d'eau, et des poussières. Donc, lorsque les comètes s'approchent du Soleil, elles sont chauffées et l'eau se transforme en vapeur et forme des queues, une queue de poussière et aussi des queues de plasma. Donc, il y a aussi une série d'objectifs qui sont plus pour mes collègues physiciens, qui sont l'étude de la coma interne des comètes. Les comètes, en fait, ont une gravité trop faible pour avoir une atmosphère, mais par contre, il y a quand même du gaz qui s'échappe. Donc, il y a ce qu'on appelle une exosphère qui se forme autour de la comète. C'est ce qu'on observe depuis le sol, en fait, en plus des queues. Donc,
la sonde Rosetta est composée d'un certain nombre d'éléments, donc des panneaux solaires. Alors on s'imagine facilement à quoi servent des panneaux solaires, hein. C'est pour alimenter en électricité tous les systèmes et les instruments à bord de la sonde. Dans le cas de Rosetta, les panneaux solaires font 30 mètres d'envergure, ce qui en fait sont parmi les plus grands qui ont jamais été lancés. Donc ils sont représentés ici en haut sur l'image en haut, pour vous en haut à gauche. Donc il y a aussi des antennes à Hauguin qui permettent de communiquer en fait, qui permettent à la sonde de communiquer avec la Terre et aussi de recevoir les ordres en provenance de la Terre. Il y a des caméras de navigation qui permettent à la sonde de se repérer dans le système solaire. Et il y a aussi des senseurs stellaires qui permettent en fait à la sonde d'observer des étoiles et de savoir comment elle est orientée par rapport aux étoiles. Ça, c'est très important en fait. Il y a toute une série d'instruments, je ne vous les décrirai pas en détail parce que ça prendrait pratiquement toute ma présentation. Mais en fait, les instruments les plus importants pour nous sont, je vous montrerai des images de la caméra Osiris. Donc, et aussi, je vous parlerai du module Philae que vous voyez ici. Donc, en bas à droite sur votre écran. Donc, le module Philae fait une centaine de kilos, hein, donc c'est déjà quelque chose d'assez imposant. Et la sonde elle-même fait 3 tonnes, ce qui en fait une très grosse sonde interplanétaire. La dimension de la sonde Rosetta, en fait, c'est 2 mètres par 2 mètres par 3 mètres. Donc, c'est une espèce de gros bloc. Voilà. Donc, c'est quand même une très grosse sonde, mais qui est plus petite, par exemple, que Cassini. Donc à Marseille, en fait, on a fabriqué la caméra qui est ici en bas à droite sur votre écran, qui est la caméra à haute résolution à bord de Rosetta. Donc elle a été fabriquée en partie à Marseille pour la partie optomécanique et pour le détecteur en fait en Allemagne. Voilà, donc je vous montrerai beaucoup d'images prises avec cette caméra. Le calendrier de la mission, donc, le lancement a eu lieu en 2004 depuis Kourou. C'était une fusée Ariane 5G+, je vous montrerai après une photo. Et donc voilà, après, la trajectoire de la sonde a été très complexe dans le système solaire parce que la sonde a fait 5 tours en fait, autour du Soleil avant d'arriver à rejoindre la comète au mois d'août. Donc avec 3 assistances gravitationnelles de la Terre et une assistance gravitationnelle de Mars. Les assistances gravitationnelles en fait, visent à dévier la trajectoire de la sonde pour l'amener sur une trajectoire proche de celle de la comète afin de se mettre en orbite autour. Donc voilà. Donc tout ça, toute cette partie de navigation interplanétaire a duré jusqu'en 2010 lors du survol de l'astéroïde Lutetia. Et peu de temps après, la sonde a été mise en hibernation et donc pendant 2 ans. À partir de 2011. Et elle est sortie d'hibernation, même un petit peu plus que 2 ans d'ailleurs. Et elle est sortie d'hibernation en janvier 2014. Voilà. Donc, et après, donc, les opérations autour de la comète ont commencé. Donc, le lancement a eu lieu le 2 mars 2004. En fait, il a été retardé d'1 an à peu près, puisqu'il y a eu un problème avec la fusée Ariane 5 lors du lancement qui précédait celui de Rosetta. Donc, d'où il y a eu un report d'1 an du lancement et un changement de cible aussi. Donc ici, une photo du lancement de la sonde Rosetta. Donc ici, je vous montre en fait une photo qui a été prise lors d'une des assistances gravitationnelles de la Terre, la première en fait, où on a, sur la droite, où on a observé à la fois la Terre et la Lune. Donc cette caméra a été prise par la caméra de navigation de Rosetta. Et sur la gauche, c'est une vue de Mars avec les panneaux solaires de Rosetta qui a été prise par les caméras à bord du lander de Rosetta. On voit en fait les panneaux solaires et Mars dans le fond. Donc la sonde Rosetta, en fait, comme la plupart des sondes d'ailleurs qui se baladent dans le système solaire, elle a traversé la ceinture d'astéroïdes et elle a traversé 2 fois, on verra plus tard. Et lors de la première traversée, elle a observé un astéroïde qui s'appelle Steins. Je vous montre ici des photos de cet astéroïde. Donc c'était en 2008, en septembre 2008. Donc la distance de survol était de 802 km. Donc ici vous avez une séquence en fait d'images qui a été prise par la caméra à grand champ de Rosetta.
la caméra à haute résolution a eu un problème en fait. Et s'est éteinte automatiquement pour éviter des risques. Donc voilà. Donc le deuxième survol a eu lieu en juillet 2010. C'était l'astéroïde Lutetia. Donc je vais vous montrer ici des photos. La dernière a été prise sur cette séquence depuis une distance de 160 000 km, un peu plus. Et la sonde est passée à 3160 km de l'astéroïde, elle a pris cette magnifique photo de l'astéroïde Lutetia, qui est un des astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes. Je crois qu'il est dans les 10 plus massifs. Donc, voilà. Il fait 120 km de long. Donc ça, c'était en 2010, juste avant la mise en hibernation. Et lors de la sortie d'hibernation, peut-être si vous avez suivi l'actualité spatiale, en fait, on en a parlé un peu. Donc le signal a été reçu, mais avec un peu de retard. Donc les gens étaient très anxieux et ça a été une libération quand finalement la sonde a envoyé son signal qui marquait son réveil. Donc tout ça en fait était programmé à l'avance. Donc la sonde avait un petit réveil matin en quelque sorte qui a sonné en janvier 2014 pour la réveiller. Et automatiquement elle a arrêté sa rotation parce qu'elle était en rotation sur elle-même. Elle a envoyé automatiquement un signal vers la Terre. Donc c'est ce signal qui est montré sur l'écran ici en haut à droite. Donc à partir de là, en fait, les opérations de Rosetta ont repris et la sonde a été orientée, enfin, a navigué en quelque sorte pour se rapprocher de la comète. Donc je voulais souligner quand même le rôle du laboratoire d'astrophysique de Marseille dans la mission parce que c'est quand même important. Donc on a fait toute une série de tâches pour Rosetta depuis longtemps. En particulier l'étalonnage de la caméra haute résolution. On a aussi écrit une partie des séquences qui ont été envoyées à la sonde pour prendre les images. Et voilà. Et nous sommes responsables, comme j'ai déjà dit, de la construction de modèles 3D pour en particulier permettre à Philae d'atterrir sur la comète. Donc ça sert en particulier à calculer le champ de gravité autour de la comète. Voilà. Et bien sûr, nous sommes aussi impliqués dans l'analyse scientifique des images. Donc maintenant, je vais vous montrer des images qui ont été prises par la sonde Rosetta lors de l'approche de la comète. Je vais vous montrer les images dans l'ordre chronologique, telles que nous, on les a vues au fur et à mesure. Donc ça va commencer, vous avez les dates ici, ça va commencer début mai, où on a commencé à obtenir des images de la comète. À cette époque-là, les images n'étaient pas résolues, donc ce que nous avons fait, c'est juste des courbes de lumière, comme on dit. Donc pour ceux qui suivent, en fait, c'est une technique qui est utilisée pour mesurer la période de rotation des astéroïdes ou des comètes. Donc nous avons pu mesurer la période de rotation de la comète à partir des images. Donc ici, je vous montre une séquence d'images qui vous montre la comète pendant une période de rotation, c'est-à-dire 12h,4. Donc cette série d'images a été obtenue le 1er juillet 2014. Donc vous voyez en fait que la forme de la comète déjà nous a un peu surpris, parce qu'on s'attendait bien sûr à une forme irrégulière, parce que tous les objets de moins d'une centaine de kilomètres dans le système solaire ont des formes irrégulières. Mais dans le cas de la comète, c'était vraiment une forme très bizarre, un peu enfin, moi je parlais un peu d'un pied de bébé à ce moment-là. Certains ont déjà parlé d'un canard en plastique ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voyait très clairement qu'il y avait deux morceaux qui composaient la comète à ce moment-là. Donc là, la sonde était à 20 000 km de la comète. Donc 2 semaines plus tard, c'était toujours la même histoire. On voyait toujours un espèce de corps avec deux objets en fait, qui étaient collés l'un sur l'autre. C'est assez surprenant. On n'a jamais vu ça en fait dans le système solaire. On voit souvent des corps qui sont formés de deux objets, mais généralement ils sont alignés suivant leur plus grand axe. Donc voilà. Donc ici on avait réduit la distance d'un facteur 2 déjà. Le 15 juillet on était à 10 000 km et on avait une résolution de 200 mètres par pixel. Donc ici je vous montre une séquence qui a été prise par la caméra de navigation. Et la dernière image en fait a été obtenue le 1er août. Et donc cette série d'images vous montre le noyau tel qu'il a été vu pendant une période d'environ 1 mois. Et donc
Voilà. La meilleure résolution est de 100 mètres par pixel, ici. Vous voyez le noyau tourner en fait, sur lui-même. Hein. Tous les corps en fait, du système solaire tournent sur eux-mêmes. Vous savez que la Terre elle tourne en 24 heures, donc la comète tourne 2 fois plus vite à peu près. Bon, je laisse la séquence encore une fois. Et vous voyez aussi cette forme très bizarre, avec 2 corps posés un corps posé sur l'autre. Donc voilà. Donc dès ce moment-là, en fait, nous avons fait une première reconstruction 3D du noyau. Donc ce que je vous montre ici, en fait, c'est un modèle tridimensionnel du noyau qui a été pris à partir des images du 1er juillet, donc les toutes premières que je vous ai montrées. Et donc ce modèle a été livré à l'Agence spatiale européenne déjà un petit peu avant le 15 juillet. Donc voilà le modèle, donc il n'est pas parfait, mais on voit très bien les deux blocs séparés par une espèce de cou d'étranglement. Donc dès cette époque aussi, on a été capable en fait de mesurer les dimensions de la comète. Donc on a mesuré, je vous montre ici une vue de la comète avec les 3 axes, donc X, Y, Z. Donc la comète tourne autour de l'axe Z, c'est-à-dire l'axe qui vient vers nous. Là. Donc les dimensions de la comète sont à peu près 2,6 km suivant Y, donc vers le haut sur la vue ici, de 4,4 km suivant l'horizontale. Et après, la direction suivant l'axe Z est très peu connue, puisque en fait, on n'a pas observé ce qui est derrière ici. Donc, sur le modèle tridimensionnel, c'est 2,2 km. On voit que c'est un corps en fait qui fait à peu près 3-4 km. 4 km sur sa plus grande dimension, un peu plus. On a aussi mesuré la direction de l'axe de rotation de la comète par rapport aux étoiles. C'est ce qui est donné par ce qu'on appelle les coordonnées équatoriales. Ceux qui font un peu d'astronomie ou qui connaissent un peu sauront de quoi je parle. Et l'obliquité de l'axe de rotation, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan orbital de la comète, est de 52 degrés. Vous savez que pour la Terre, en fait, c'est 23 degrés. C'est pour ça qu'il y a des saisons sur Terre. Donc, et le volume de la comète a été mesuré à 20,5 km3. Donc peu de temps après, en fait, nos collègues ont mesuré la masse, qui est de 10 puissance 13 kg. Donc, ce qui est important, en fait, c'est la densité de la comète, qui a été donc déterminée comme étant à peu près entre 450 et 500 kg par mètre cube, c'est-à-dire à peu près la moitié de la densité de l'eau. D'accord ? Donc si on mettait la comète en fait, dans l'océan Pacifique, elle flotterait. Et la moitié de son volume serait émergée. Donc elle est en fait beaucoup plus légère par exemple qu'un iceberg. Donc voilà. Donc ça a des conséquences assez profondes en fait, la densité, parce que ça veut dire, comme on sait qu'en fait les comètes sont constituées de matériaux qui ont une densité supérieure ou égale à la densité de l'eau, puisqu'en fait il y a l'eau et après il y a des composants comme les poussières qui ont des densités supérieures à l'eau. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des cavités à l'intérieur de la comète. C'est ce qu'on appelle la porosité. Donc la comète n'est pas un matériau très compact. C'est un matériau très poreux, un peu comme les pierres ponces par exemple. Et donc c'est ce qui la ferait flotter si on l'immergeait. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres images qui ont été prises plus tard, donc pendant l'approche finale de la comète et la période de cartographie du noyau. Donc ici une image qui a été prise le 1er août par les caméras. Donc on commence à voir pas mal de topographie, hein. En particulier une zone qui est lisse sur le dos du pied ici, là, à peu près au centre de l'image. Donc d'autres images qui ont été analysées par des collègues en Italie. Et là on voit très bien en fait la topographie sur le dessus du pied. Donc je prendrai cette analogie du pied pour décrire les structures à la surface de la comète. Et on voit sur le dessus du pied, en fait, c'est très rugueux et on voit des structures pratiquement circulaires. Et ce ne sont pas des cratères. On pense très certainement que c'est dû à l'activité de la comète. Donc au dégazage, en fait, à l'émission de vapeur d'eau par la comète lorsqu'elle se rapproche du Soleil.
Donc nous avons fait un deuxième modèle tridimensionnel de la comète qui était plus détaillé cette fois-ci, puisqu'en fait il prenait en compte des images plus détaillées. Donc ici je vous montre deux vues du noyau de la comète. On voit en particulier sur le dos cette zone très lisse et des zones des structures circulaires aussi qui sont pas encore expliquées. On voit très bien là vraiment très bien les deux morceaux aussi. Je vais montrer quelques films en fait. Donc, alors je vais montrer un premier film qui vous montre le modèle tridimensionnel de la comète en rotation sur lui-même. Donc voilà. Alors, au début c'est un peu saccadé, mais ça va se stabiliser. Alors, il tourne un peu vite, hein, mais on arrive quand même à voir. Alors vous voyez qu'en fait en bas de l'image il y a une zone qui est très lisse, et c'est une zone qui n'a pas été encore observée, mais qui le sera plus tard, dans 4 ou 5 mois. Cette zone sera éclairée par le soleil, et nous serons capables de la reconstruire également. Donc c'est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la comète par rapport à son plan orbital. Donc voilà, ce modèle est très détaillé, il a été obtenu grâce à un collègue américain. Je vais vous montrer un deuxième film en fait, qui va vous montrer le même modèle mais à une résolution un petit peu moins bonne. Mais par contre, il va vous le montrer sous des angles différents. Donc ce film a été préparé au LAM à Marseille. Donc là, on survole la zone, on a survolé la zone de l'étranglement. Donc là, on voit le haut en fait de la comète. Et vous allez voir après, on va voir le dos, le bas du pied en quelque sorte. Ici, vous le voyez très bien, avec cette zone un peu lisse qui s'appelle Imhotep. Donc voilà, je pourrais vous le remontrer à la fin si ça vous intéresse. Oups, revenu au début, désolé. Donc les modèles. Donc maintenant, je vais vous montrer des images à plus haute résolution qui ont été obtenues fin août en particulier, qui en fait était la phase de cartographie du noyau qui a permis de sélectionner le site d'atterrissage pour le lander. Donc cette image a été obtenue début août, donc pas très longtemps après l'image que je vous ai montrée précédemment. Je vous mets la barre du kilomètre ici pour vous donner l'échelle aussi sur l'image. Donc ici on voit très bien les deux lobes, en fait les deux blocs, avec près de la croix une zone aussi, ce qu'on appelle une zone lisse en fait, qui a beaucoup de débris, qui avait été en fait correspondait au site qu'on a appelé le site B, qui n'a pas été retenu. Et finalement le site J est tout près, je vous montrerai à la fin en fait où c'est exactement. Et on voit aussi le haut du pied de la comète sur le reste de l'image, qui est vraiment très très chahuté. Donc ici, cette image vous montre très clairement la zone, dans la zone d'étranglement. On voit très bien un dépôt en fait avec des débris sur la zone lisse au centre de l'image. Donc ce sont des blocs en fait qui font une 50aine de mètres. Donc si vous étiez à côté, ce serait quasiment des petits monts ou
Ce serait très impressionnant. Donc, c'est pas des cailloux, hein, c'est vraiment des blocs très gros. C'est assez surprenant en fait, et on ne comprend pas très bien comment ça a pu atterrir ici. Parce que l'activité de la comète n'est pas capable de les éjecter. Ils sont trop massifs. Et on voit aussi une zone ici où on a l'impression qu'en fait il y a eu une sorte de fracture et une partie de la matière s'est cassée en fait. Donc, ce sont les hypothèses, hein, pour l'instant on n'est sûr de rien. Donc ces images ont été obtenues, celle-là a été obtenue le 16 août, depuis une distance de 95 km. Donc on s'est rapproché même progressivement, donc on a été à 60 km. Et de 60 km, on a pu faire une cartographie détaillée du noyau. Ici, vous voyez une zone sur le bord du pied du noyau. Donc si on fait la comparaison avec un pied, et on voit la zone lisse dont je vous parlais en haut de l'image ici, avec un bloc qui se lève un peu comme un menhir sur le limbe ici, tout en haut. Donc c'est vraiment une vue très spectaculaire d'une comète. On n'avait jamais vu une comète avec cette résolution-là. Donc là, on a atteint des résolutions meilleures que les images de la mission Deep Impact de la NASA. Voilà une autre image, également de la zone d'étranglement, qui est aussi assez rugueuse, avec les débris dont je vous parlais tout à l'heure qui sont en haut à gauche. Encore une fois, une vue du côté du pied. On voit aussi sur le haut de l'image la zone d'étranglement avec les débris. Donc, voilà. Donc ces images sont en cours d'analyse. Hein. L'analyse scientifique des images, ça va prendre un peu de temps. Et il y a un premier article dans la revue Science qui a été soumis. Donc il y a des choses un peu bizarres. Je vais essayer de vous parler un peu des premières, discussions scientifiques qu'on a dans l'équipe. Donc une première chose qui est bizarre, c'est les structures circulaires que vous voyez très bien ici au centre sur l'image, qui ont été encerclées en jaune à droite. Donc ces structures circulaires, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ce n'est pas des cratères d'impact, parce qu'en fait, ils sont en hauteur par rapport au reste de la surface. Donc c'est peut-être des dépôts, en fait. C'est peut-être des zones qui deviennent actives lorsque la comète se rapproche du Soleil et qui, du fait de l'activité, forment des sortes de cheminées circulaires. Mais on n'est pas sûr. Donc il y a aussi des évidences en fait, de stratification, ce qui est vraiment très surprenant. Donc on a l'impression qu'il y a des couches au moins localement sur la comète. Peut-être ça traduit la façon dont la comète s'est formée. Donc peut-être que l'accrétion s'est faite par couches, c'est-à-dire au fur et à mesure que des débris étaient attirés par le noyau en train de se former. Lorsqu'ils tombaient sur le noyau, ils forment des couches, ils ne restent pas sous forme de blocs. Donc ils se comporteraient peut-être plus comme un fluide que comme un corps solide. C'est une hypothèse qui a été publiée il y a un certain nombre d'années et qui peut-être serait confirmée par les images de Rosetta. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Il y a aussi des choses extrêmement surprenantes qui sont des terrasses. Donc ce que les géologues appellent des terrasses, c'est des zones très plates avec des falaises sur les bords. Donc sur Terre, on voit ça, mais souvent c'est artificiel, ça a été fait par l'homme en fait, pour faire des cultures par exemple. Donc et sur la comète, il y a énormément de terrasses, on ne sait pas comment elles se forment. Il y a des hypothèses, mais on n'est pas sûr. Donc on les voit très bien ici, là, elles ont été marquées un peu en bleu clair sur l'image, à droite. Donc tout ça est bien sûr en cours de discussion, on n'a pas vraiment de réponse, on ne sait pas, mais ça va apporter des réponses certainement sur comment les comètes se forment et surtout comment elles évoluent aussi, après lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. Donc ça peut donner des clés en fait pour comprendre comment le système solaire s'est formé, en particulier au début. Donc voilà. Donc, je vais passer à la dernière partie de ma présentation qui concerne l'atterrissage de Philae à la surface. Donc, je voulais revenir un peu sur le choix du site d'atterrissage. Pour ceux qui ont suivi, en fait, il y a eu une sélection à partir de 5 sites d'atterrissage. Au départ, on en avait 10, en fait, et on est passé à 5.
Et après, on en a choisi un, qui était le site qu'on a appelé J, avec un site qui a été retenu comme on dit en anglais, comme backup, c'est-à-dire comme site de repli si toutefois il y avait un problème avec le premier. Et donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ce site a été choisi, mais aussi qu'est-ce qui va se passer en fait la semaine prochaine. Donc les critères de choix des sites, c'est lié à un certain nombre de critères. Alors on pourrait penser, on ne pense pas forcément à tous ces critères, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Mais le premier critère, bien sûr, c'est la topographie. Ça, c'est assez normal, c'est quelque chose qu'on pourrait deviner. C'est-à-dire si on a une zone qui est très chahutée, on ne veut pas atterrir à cet endroit-là, parce qu'en fait, le module, s'il atterrit sur une surface très très chahutée, il risque de basculer au moment où il se pose. Donc ça, c'est un premier critère. Je vous montrerai la topographie du site qui a été retenu. Vous verrez que ce n'est pas parfait, en fait. Et ce n'est pas parfait parce qu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Le premier critère, c'est de pouvoir en fait atteindre l'orbite qui va permettre au lander d'être largué sur la surface. Parce qu'en fait, le largage, le temps de vol du lander dure 7 heures, et en fait, il faut anticiper la position et l'orientation de la comète à l'instant où le lander va toucher le sol. Donc ça, c'est des choses, c'est pas très compliqué finalement, puisqu'on connaît la direction de l'axe de rotation. On connaît la période de rotation, donc on est capable d'anticiper le mouvement de la comète pendant le temps de la durée du vol. Mais le problème, c'est qu'il faut être à un point précis, avec une vitesse précise, donc à un instant précis. Et ça, c'est pas facile quand on est autour d'une comète. Il faut, pour arriver à un point précis, faire un certain nombre d'orbites. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui a été fait au cours des 3 dernières semaines par la sonde Rosetta. Elle est en train d'atteindre exactement le point nécessaire au largage du lander. Donc ça, c'est un critère qui est très important et qui a conduit à éliminer un certain nombre de sites qui étaient très bons par ailleurs. Après, un autre critère a été la durée du vol du module jusqu'à la surface. Parce que plus la durée de vol est importante, et plus l'erreur sera importante sur l'emplacement où le lander va se poser. Donc, ça veut dire qu'on va rechercher des durées de vol qui sont le plus petites possible. Si on peut atterrir le plus rapidement possible, on le fera. Donc, en l'occurrence, là, le site qui a été choisi, la durée de vol est de 7 heures, ce qui est quand même assez important. Après, d'autres critères entrés en ligne de compte, l'alimentation électrique des batteries du module. En fait, je vous montrerai après une vue de Philae. En fait, il est couvert de panneaux solaires qui rechargent des batteries. Et en fait, Philae a besoin d'avoir des batteries parce qu'il doit pouvoir fonctionner pendant la nuit. Donc voilà. Donc finalement, si le module se pose à un endroit où le soleil est très bas sur l'horizon, les batteries vont être très peu alimentées en électricité, comme sur Terre finalement. Et le module finalement ne pourra pas durer très longtemps et les instruments fonctionneront, mais l'un après l'autre et pas simultanément. Donc ce sera très compliqué, ça va ralentir beaucoup les opérations. Donc ça a été aussi un critère très important. Et il y a un dernier critère qui était la visibilité du module depuis l'orbiteur. Parce qu'en fait, vous savez que le module Philae n'envoie pas directement ces informations à la Terre. Il doit envoyer les informations qu'il collecte d'abord à l'orbiteur qui ensuite les renvoie vers la Terre. Donc ça veut dire qu'il faut avoir pendant un jour cométaire pendant suffisamment longtemps la visibilité de l'orbiteur depuis le lander pour pouvoir renvoyer les informations vers la Terre. Donc voilà tous les critères. Après, il y avait des critères liés à certains instruments, mais qui sont moins importants. Donc le site d'atterrissage, je l'ai entouré ici en bleu, là, en bleu clair. Donc vous voyez qu'il est situé en fait sur le bord de cette zone lisse avec des débris. Donc c'est un petit peu surprenant. C'est relativement plat quand même, mais sur le bord de l'ellipse, il y a un petit peu de pente. Vous allez voir d'ailleurs que la pente est assez importante finalement. Donc ici une autre vue du site d'atterrissage. Je vous montrais 3 vues en fait prises avec des éclairements différents. Donc ici un autre éclairement. J'ai mis l'angle de phase en fait en bas ici,
qui était ici de 43 degrés. L'angle de phase est l'angle en fait entre le Soleil, l'objet et l'observateur. Et vous avez aussi la taille des images en mètres en bas à gauche. Donc ici, 1340 mètres, à peu près 1,3 km de large. Vous voyez que l'ellipse en fait fait à peu près 800 mètres de long et 200 mètres de large à peu près. Donc l'ellipse en fait représente la zone d'atterrissage potentiel de Philae. Donc c'est là que le lander va atterrir, mais on ne sait pas exactement où à l'intérieur de l'ellipse. Parce qu'en fait, il y a des incertitudes sur un certain nombre de paramètres, dont la vitesse et la position de Rosetta au moment où le module va être largué. Et voici le modèle 3D de la surface. Et vous voyez en fait que sur le côté droit, il y a pas mal de pentes. Donc ça peut poser un problème. Le lander bascule en fait au-delà d'un angle d'environ 30 degrés. Donc s'il atterrit et si la pente fait 30 degrés par rapport à la direction, à l'orientation du lander, il risque de basculer lorsqu'il atterrira. On a fait les calculs donc pendant la phase de sélection du site d'atterrissage, on a fait les calculs de pente. Donc ce diagramme en fait avec l'ellipse que je vous ai montré tout à l'heure vous montre les pentes à l'intérieur de l'ellipse. Et sur la gauche, vous avez l'échelle en degrés des pentes, avec les codes couleurs qui correspondent aux pentes. Donc vous voyez, en fait, le violet correspond à des pentes de 10 degrés, le bleu 20 degrés, donc ça va pour le lander. Mais par contre, quand on arrive dans la zone verte, c'est très dangereux. Donc il y a des zones qui sont vraiment dangereuses. Et il y a même des zones, vous voyez, en jaune, qui correspondent à des pentes de 50, voire même 60 degrés. Où le lander, là, basculerait à coup sûr. Voilà, donc il y a quand même, il faut savoir en fait qu'il y a des risques. C'est pas, l'atterrissage n'est pas sans risque. Voilà, donc les prochaines étapes, ce sera donc la semaine prochaine, le 12 novembre. Si vous pouvez suivre sur Internet, il y a possibilité de se connecter sur la télévision de l'ESA, qui s'appelle ESA TV. Vous tapez ESA TV sur Google et vous allez tomber sur des liens qui permettent de suivre l'événement. Alors souvent c'est en anglais malheureusement. Donc, mais l'éjection du module se fera à 9h35 heure française, donc le matin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps de vol est de 7 heures, donc vers 16h30, le lander devrait atterrir à la surface. L'incertitude est d'environ 10 minutes, donc il n'y a pas une grosse incertitude sur l'heure d'atterrissage. Donc, et les premières images sont attendues vers 18h. Donc, vers 18h, on devrait savoir si le lander s'est posé à la surface de manière correcte ou s'il y a eu un problème. Le problème n'est pas seulement lié à la topographie, il peut y avoir aussi des problèmes techniques lors de l'éjection ou des choses comme ça. Donc voilà. Après, la mission Rosetta va continuer, elle ne s'arrête pas avec le largage de Philae, elle va continuer jusqu'à la fin 2015 à escorter la comète et à faire des observations. Mais ces observations se feront à distance, puisqu'en fait la comète va commencer à se réveiller. Elle est actuellement en train de se rapprocher du Soleil, donc l'activité est en train d'augmenter. Donc pour des raisons de sécurité, pour préserver Rosetta, on va l'éloigner progressivement du noyau de la comète. Et en particulier au moment du périhélie, quand la comète va être au plus proche du Soleil, on ne veut pas être à ce moment-là très près du noyau parce que ce serait très risqué. On risquerait d'être impacté par des particules émises par le noyau de la comète. Et le gaz aussi exerce une pression sur la sonde Rosetta. Donc si la sonde traverse un jet, par exemple, elle va sentir la poussée. En fait. Surtout, vous avez vu, les panneaux solaires sont très importants. Donc il y a une sorte de prise au vent, on dirait, qui est assez importante. Mais malgré tout, on va faire des passages de temps en temps, à peu près à une dizaine de kilomètres de la surface. C'est ce qu'on appelle des survols. Donc il y aura un certain nombre de survols, 5 ou 6 survols, qui seront faits progressivement en 2015.
Donc voilà, on espère que ce sera la position du lander le 12 novembre à 16h30. On espère qu'il sera comme ça, sur une surface assez sympathique. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'en souvent on ne se rend pas compte, mais les comètes sont des mondes très très étranges. Et la gravité est 10 000 fois plus faible que sur Terre, par exemple. Donc, je dis souvent dans les conférences que si on voulait se satelliser en fait, à la surface d'une comète, depuis la surface d'une comète, il suffirait de courir très vite en fait, et de sauter. Et on serait en orbite. Vous savez que sur Terre, il faut des grosses fusées. Donc la gravité est très faible, donc c'est un monde très étrange. Et malgré tout, on sait, à partir des images, que la gravité joue un rôle très important sur les comètes. Donc voilà. Donc la vitesse de libération, dans le cas de la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est 3 km/h, donc c'est même encore plus faible que ce que je vous décrivais. Voilà. Donc malgré tout, Rosetta, enfin le Philae, pardon, va utiliser un harpon en fait pour éviter de rebondir de rebondir sur la surface de la comète. Donc elle va s'ancrer avec un harpon. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de questions maintenant, mais ça c'est pour, disons, les décennies à venir, en fait, un certain nombre de questions qui sont ouvertes sur les comètes. Dans le cas de Churyumov-Gerasimenko, une question qui est très importante, c'est d'où vient sa forme binaire. Donc l'hypothèse la plus probable, en fait, c'est que ces deux blocs, qui, il y a 4,6 milliards d'années, se sont collés l'un à l'autre et qui sont restés collés, en fait, pendant tout ce temps. Et ça a formé la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc il y a de l'usure, hein, il y a de l'érosion, mais... Donc après, l'autre hypothèse, c'est un gros bloc qui s'est usé à l'endroit où il y a l'étranglement. Mais ça, c'est très difficile à expliquer, en fait. Parce que pourquoi, en fait, ça s'userait à cet endroit-là, particulièrement? Et en faisant les calculs, on se rend compte qu'il n'y a aucune raison, en fait. Cet endroit-là n'est pas particulièrement exposé au soleil. Donc la seule autre hypothèse, à mon avis, qui tient la route, c'est de dire c'était un seul bloc avec une sorte de bande composée de glace qui s'est évaporée et qui a formé un étranglement. C'est un peu tiré par les cheveux. Et ça pose d'autres problèmes par ailleurs si on va dans cette direction. Donc il y a aussi le problème de la porosité des comètes, finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, la densité elle est très faible, donc ça c'est comment on explique que la densité des comètes est très faible. Peut-être c'est des grains un petit peu fractales en fait, qui se sont collés les uns aux autres progressivement pour former des corps très poreux. Donc un petit peu comme on formerait une boule de neige, quoi. Donc il y a une autre question qui est est-ce qu'elles sont formées de couches successives, hein? C'est ce qu'on a l'air de voir finalement. Qu'il y a il y a des couches à la surface des comètes. Ça c'est vraiment, ce sera très dur à expliquer. Il y a d'autres mesures qui ont été prises par d'autres instruments qui confirment la présence de couches et qui sembleraient indiquer d'ailleurs que les couches ont des compositions différentes. Donc voilà. Donc il y a des hypothèses. Hein. Les collègues ont des idées en fait sur la façon dont on pourrait former une comète avec des couches de compositions différentes, mais c'est encore à l'étude. Il y a aussi une question qui est un petit peu plus peut-être difficile, c'est le rôle des collisions aussi dans la formation des comètes. Parce que vous savez que c'est invoqué beaucoup pour les astéroïdes, où on voit beaucoup de cratères d'impact. Et sur les comètes, en fait, on perd la trace des cratères d'impact parce qu'en fait, il y a beaucoup d'érosion. Une comète comme Churyumov-Gerasimenko, elle a pu perdre 1 km d'épaisseur. Les comètes perdent environ 1 mètre par passage au périhélie. Donc dans le cas de Churyumov-Gerasimenko, de 1 à 2 mètres. Donc, comme elles sont là depuis longtemps, elles sont passées de nombreuses fois près du Soleil et elles ont perdu beaucoup de matière. Donc finalement, on n'a pas accès aux cratères d'impact comme sur les autres corps. Donc Mercure, la Lune, les astéroïdes. Voilà. Après, il y a des questions qui sont plus liées à l'évolution de la comète due à son activité, donc j'en ai parlé un peu. Mais on peut se demander comment se forment les différents terrains, les terrasses, les zones très lisses. Donc là encore, on a des idées. Je ne peux pas vraiment vous dire pour l'instant parce que c'est un peu préliminaire.
Donc on ne sait pas très bien pour l'instant, malgré tout, comment les comètes évoluent. Il y a eu beaucoup de surprises dans la mission Rosetta. On ne s'attendait pas du tout à une surface comme ça. Donc aussi, il y a une question qui est d'où vient l'activité. Les mesures semblent indiquer en fait que l'activité vient de partout sur la comète. Pas seulement de certaines zones, mais vraiment à l'air de provenir de partout. Donc ça, c'est comment expliquer ça. On n'a pas l'impression qu'il y a de la glace partout à la surface. Donc c'est assez dur. Donc peut-être qu'elle vient de sous la surface. Voilà. Donc tout ça, c'est des questions ouvertes et qui vont donner lieu à beaucoup de discussions dans la communauté planétologique, je pense, dans les années à venir. Voilà, merci. S'il y a des questions, bien sûr. Je vais vous montrer un film pendant les questions. Je vous montre un film en fait qui vous montre la forme tridimensionnelle du noyau. C'est le dernier modèle qu'on a obtenu. Donc là, c'est un modèle très détaillé. Donc voilà, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Ouais, alors la température a été même mesurée pour la partie éclairée. Donc c'est environ 300 Kelvin, donc c'est à peu près 30 degrés ou quelque chose comme ça. C'est une température assez finalement assez sympathique, on va dire. Donc par contre sur les zones qui sont pas éclairées, c'est en dessous de 200 Kelvin, c'est-à-dire à peu près moins 100 degrés Celsius. Donc il y a un contraste très fort entre le jour et la nuit, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère ou très peu. Donc c'est comme sur les planètes comme Mars aussi, qui a une atmosphère assez ténue. Il y a un fort gradient jour-nuit. Et bien sûr sur la Lune et sur Mercure, encore pire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous Sur amène un l'atterrissage micro. aussi, n'hésitez pas. Est-ce que le poids de Philae risque de perturber un petit peu la comète au point de vue rotation ou Le poids de Philae, non, non, à l'atterrissage, hein, j'entends. non, mais l'atterrissage est très très doux. Hein. Il se fait à même pas 1 mètre par seconde. Donc, C'est parce que vous avez dit que c'était extrêmement léger et que le poids de non, mais la Philae... masse de la comète, c'est 10 puissance 13 kg. Hein. Donc D'accord. certes, c'est léger par rapport à la Terre. La Terre, c'est 6 10 puissance 24. Donc 6 avec 24 zéros après. La comète, c'est seulement 1 avec 13 zéros après. Donc c'est négligeable. Et le Philae, 100 kg. Donc 100 kg par rapport à 10 puissance 13, c'est très très petit. Donc ça n'a aucune incidence. Bien sûr, si on regarde les décimales, ça a un impact infinitésimal. Oui. Pourquoi la sonde a été mise en hibernation? Alors, c'est une bonne question en fait. Et essentiellement pour des raisons financières en fait, parce que ça coûte cher de suivre une sonde spatiale. Donc c'est plus facile de la laisser sans aucune communication pendant 2 ans. Donc c'est essentiellement ça. Et après, des collègues avaient réclamé d'avoir accès tous les 6 mois, par exemple, à leurs instruments. Mais en fait, le chef de la mission Rosetta, ce qu'on appelle le mission manager, en fait, a dit non, parce qu'en fait, c'était prévu au départ. Donc, mais il n'y a pas de. Maintenant, en fait, dans les missions, disons, futures, moi, ce que j'ai entendu, hein, c'est qu'on va éviter en fait les hibernations. Parce qu'il n'y a pas de raison très forte à part de gagner un peu d'argent, enfin d'économiser un peu. Et puis techniquement, c'est quand même très risqué, quoi. Non, je vous dis, on savait où elle se trouvait. Ouais, donc sur disons la trajectographie dans le système solaire, maintenant c'est très très précis. On arrive à savoir, à prédire où sont les objets avec une très grande précision. Donc c'est aussi le cas de Rosetta. C'est assez compliqué hein, parce qu'il faut prendre en compte la pression de radiation du Soleil, un certain nombre de forces qui sont petites mais qui agissent pendant 2 ans. Mais maintenant c'est assez bien maîtrisé. Donc on savait où elle était, ouais, avec une précision assez bonne. Quel est le
temps de communication entre la Terre et la sonde? Donc, en ce moment, c'est autour d'une demi-heure et ce sera aussi le cas la semaine prochaine. Donc, en fait, au moment de le 12 novembre, ce sera 28 minutes. C'est ce qu'on appelle le temps de lumière, en fait. Alors, ça, c'est le temps pour aller de la sonde vers la Terre ou de la Terre vers la sonde. Bien sûr, pour un aller-retour, il faut multiplier par 2. Sur le plan technique, au niveau batterie, en fin de compte, c'est le cœur de la sonde, je pense. Si les batteries sont quick, on peut dire au revoir, on peut dire adieu à la sonde ou pas? On peut dire adieu, pas à la sonde, mais au module Philae. Ouais, je pense. Mais il y a eu des tests en fait qui ont été faits. En fait, on a mis les mêmes batteries que Rosetta, on les a mis dans un congélateur pendant 10 ans, hein, pendant toute la durée de la mission Rosetta, depuis 2004. Et récemment, on les a sorties du congélateur pour vérifier si elles marchaient ou pas. Et en fait, elles marchent. Donc les collègues sont assez optimistes que les batteries vont marcher. Entre parenthèses, c'est des batteries françaises hein, qui ont été faites au CNES par Leclanché, en fait. Une société qui a fait les batteries. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Vous nous avez présenté tout à l'heure une carte des pentes de la zone d'atterrissage. Ces pentes représentent quoi exactement? C'est l'angle entre le sol et le champ de gravitation? Non, c'est des pentes topographiques. Là. Alors topographique, oui, mais par rapport à quoi alors? Par rapport à l'orientation d'un plan au centre de la zone. D'accord, mais localement, ce qui importe a priori, ça va être le champ de gravitation ou pas Les du deux, tout? les deux. Vous avez raison à 50%. En fait, les deux sont importants. L'accélération que va subir le lander par rapport à la normale à la surface, donc ça c'est ce qu'on appelle la pente gravitationnelle, va être importante. Mais ce qui va être très important aussi, au moment où le lander va toucher la surface, ça va être l'angle entre son orientation et l'orientation du sol. Donc en fait, les deux sont importants. Hein. Et les deux ont été calculés, hein, je veux dire. D'accord. Et une deuxième partie à ma question, vous avez parlé du volume de la comète, vous avez parlé donc connaissance à masse de la densité moyenne, et est-ce qu'on a une connaissance plus précise de la répartition fine de la matière à l'intérieur de la comète, ou pas du tout? Non, pratiquement pas, parce qu'en fait, la masse est trop faible. Donc sur d'autres missions, par exemple la mission Dawn, pour lequel, par exemple sur Vesta, la masse était beaucoup plus importante, on arrive en fait même à inférer s'il y a des couches de différentes densités. Donc sur d'autres missions, c'est possible, mais sur la mission Rosetta, ce sera très 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 dur. Ils arrivent juste à avoir pour l'instant la masse plus un coefficient perturbateur. Donc en fait, je pense que ce sera très dur. Par contre, il y a un instrument qui s'appelle CONSERT qui va aller sonder l'intérieur de la comète avec des ondes radio, qui va permettre par des techniques qu'on appelle de tomographie de reconstruire, disons, la répartition de masse à l'intérieur de la comète. C'est assez compliqué parce qu'en fait, ça fait intervenir des propriétés diélectriques de la matière. Donc, on n'arrive pas toujours vraiment à remonter à la composition, mais on pourra voir s'il y a des cavités à l'intérieur. C'est une question très complexe et qui serait vraiment importante, mais qu'on ne pourra pas faire avec Rosetta. Le harpon, il se déclenche automatiquement. Mais c'est pas grave en fait, parce que si c'est de la guimauve comme vous dites, ou si c'est un matériau très très, par exemple du sable ou quelque chose comme ça, ou de la pierre ponce ou du sable même, on peut imaginer une sorte de sable, le harpon ne servira à rien, mais par ailleurs, il n'y aura pas de risque que le lander rebondisse. Donc voilà. Alors le seul risque en fait, ils l'ont testé hein, sur vraiment énormément de types de terrain, et le seul risque c'est si vraiment c'est trop dur. Évidemment, si c'est du granit, le harpon, ce sera la catastrophe. Ça va le faire, au contraire, ça va avoir un effet répulsif. Donc, mais ils l'ont testé même sur des terrains quand même assez durs et ça marche.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'arrive. Ouh. Oui, vous n'avez pas trop dit ce que va faire Philae, en fait. Oui, alors j'en ai pas trop parlé, donc je peux en parler un peu. Je suis pas vraiment un expert. En fait, je suis impliqué moi dans les caméras panoramiques de Philae. Il y a un certain nombre d'instruments. Donc, en fait, la première chose que va faire Philae, ça va être de prendre justement un certain nombre d'images pour justement comprendre s'il s'est posé correctement à la surface ou non. Enfin, c'est une des choses qui vont permettre de comprendre. Il y a aussi une caméra de descente dans le lander qui va permettre éventuellement de se rendre compte de ce qui s'est passé vers la fin. Donc, ce qu'on va faire, donc on va prendre des images, on va faire un panorama. Il y a aussi une paire d'images stéréo qui va permettre de reconstruire le terrain dans une direction. Donc, moi, je suis responsable de la reconstruction du terrain à partir des paires d'images stéréo. Donc, ça, c'est une partie qui me concerne directement. Après, il y a d'autres instruments. Donc, il y a un instrument qui va se déployer, qui va faire des mesures de température jusqu'à 30 cm sous la surface s'ils arrivent à percer. Donc avec une dizaine de points de mesure. Donc ça a donné accès à la température en fonction de la profondeur. C'est très important en fait pour comprendre l'activité de la comète et comment la chaleur se propage à l'intérieur de la comète. Puisqu'en fait si on dit l'activité vient d'en dessous, ça veut dire qu'en fait il faut qu'en dessous on reçoive de l'énergie pour sublimer la glace. Donc, ces mesures seront vraiment importantes pour comprendre comment la chaleur pénètre à l'intérieur du noyau. Donc après, il y a deux microscopes qui fonctionnent à différentes longueurs d'onde, dans le visible et dans l'infrarouge. Donc ils vont permettre d'observer la matière cométaire à des échelles de quelques microns. Donc ce n'est pas des microscopes électroniques, mais c'est des microscopes optiques. Donc ils vont permettre vraiment de regarder la matière cométaire à l'échelle micronique, donc ça c'est important. Voir la taille des grains, leur structure. Je disais tout à l'heure, peut-être les comètes sont des grains fractaux qui se sont agrégés, donc le microscope permettra de voir ces grains et de voir leur structure. Donc ça c'est important. Et aussi de mesurer leur composition dans l'infrarouge, donc de savoir de quoi ils sont composés. Après il y a un spectromètre de masse qui va permettre de mesurer exactement la composition atomique de la matière autour du lander. Donc voilà. Et donc après il y a d'autres instruments. Donc il y a CONSERT qui est un instrument de sondage radio qui va envoyer des ondes vers l'orbiteur pour faire de la tomographie à l'intérieur du noyau. Donc voilà, après je pense que c'est les principaux instruments, enfin ceux que je connais le mieux en tout cas. La comète, vous avez vu, elle fait à peu près 3-4 km. Donc, elle aurait la taille d'une montagne moyenne. Donc après, si votre question c'est qu'est-ce qui arrive si la comète impacte la Terre à forte vitesse, ça c'est une autre question qui est liée aux impacts disons, d'astéroïdes et de comètes sur la Terre. Donc c'est une question assez vaste. Mais en gros, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que c'est quand même un corps très très gros. 4 km, c'est quand même important. Donc, pour l'extinction des dinosaures, c'est à peu près, les estimations sont de l'ordre de 10 km. Donc, la comète est plus petite, mais bon, c'est pas énorme. Énormément plus petit. Donc, il y aura un hiver d'impact, en fait, et tout ce qui est au voisinage de la zone d'impact serait détruit, bien sûr. Et si ça tombe en mer, il y aura un tsunami géant. On espère quand même que... Enfin là, de toute façon, il n'y a pas absolument aucun risque pour Churyumov-Gerasimenko qu'elle impacte la Terre. C'est impossible. Oui, il y a eu des impacts, mais pas de cette comète-là. Cette comète-là, elle est sur une orbite qui ne l'autorisera pas à rencontrer la Terre. Elle n'a pas un magnétisme interne. Par contre, elle émet du gaz, donc des molécules, en particulier des molécules d'eau, qui sont ionisées par le rayonnement solaire
et qui forment des ions et des électrons. Donc au voisinage du noyau, il y a un peu de plasma. Donc il y a des instruments sur Rosetta qui mesurent la densité électronique, par exemple, donc la quantité d'électrons qui se trouvent au voisinage de Rosetta, et aussi les ions. Mais il n'y a pas comme sur le Terre, en fait, où il y a un dipôle qui crée un champ électrique, ce qui crée en fait les ceintures de Van Allen. Sur la comète, il n'y a pas de l'équivalent. En fait, il faut un noyau métallique, donc les comètes sont trop petites pour avoir développé un noyau métallique. J'ai une question sur la résolution de la caméra. Cette caméra a été construite il y a 20 ans, donc à l'époque du Minitel. Comment on arrive à avoir une telle résolution? Quelle est la techno utilisée? En fait, en optique, les technologies étaient très au point déjà il y a 20 ans. Là, l'optique, elle est excellente. C'est pas pour disons, faire cocorico ou quoi, mais c'est une des meilleures caméras qui a jamais été lancée. Elle a été faite à Toulouse par la réalisation. La conception a été faite à Marseille, mais elle a été réalisée par Astrium en fait en carbure de silicium. C'est la première caméra en carbure de silicium, et elle a des performances qui sont excellentes et même, se compare vraiment très très bien par rapport à des caméras récentes. En fait, l'optique, il n'y a pas eu d'avancée fantastique depuis 20 ans. Alors l'étalonnage, c'est assez. Je pourrais en parler pendant 3 heures, donc je vais essayer d'aller vite. Donc en fait, le but de l'étalonnage, c'est d'une part de vérifier que tout va bien sur la caméra, et d'autre part, de remesurer les caractéristiques de la caméra en vol. Donc on a fait alors il y a toujours 2 parties dans l'étalonnage. Il y a une partie ce qu'on appelle radiométrique, où disons on va caractériser le détecteur et la transmission de l'optique. Donc on a observé en fait des étoiles standards, comme on fait sur Terre, sur les télescopes. Donc ça a permis de vérifier aussi la qualité des images en mesurant la taille des étoiles sur le détecteur. Et il y a une partie géométrique, dont j'étais responsable d'ailleurs, pour recaractériser en vol la distorsion optique et faire un modèle, ce qu'on appelle un modèle de caméra en fait. Voilà, et pour redresser les images. Tous les pixels, il y a des petites zones mortes, mais c'est très, très petit. C'est des petites zones de 2 x 3 pixels, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui peut, en fait, il y a des effets des radiations quand même dans l'espace. Donc, même si on n'est pas, en fait, c'est pire en orbite terrestre. Enfin, sur certaines orbites terrestres. Là, comme on est soumis aux radiations, disons, en provenance du Soleil. Et comme la sonde Rosetta, elle a passé pas mal de temps, mais assez loin du Soleil. Mais malgré tout, on l'a vu sur certaines images, il y a eu des effets des radiations sur le détecteur. Moi, j'aurais 1 ou 2 questions, s'il vous plaît. Alors, depuis tout à l'heure, je vois une belle masse blanche qui tourne, et j'ai cru lire qu'en fait, ça, c'était les contrastes, je crois, qui ont été bidouillés, et qu'en fait, la couleur de cette comète, c'est plutôt proche d'un morceau de charbon, en fait, que de cette couleur blanchâtre. Alors, si on était à côté, est-ce qu'on verrait quelque chose qui ressemble à ça ou... Non, on a fait le calcul, en fait. Si on était assis sur la sonde Rosetta et qu'on regardait le noyau en ce moment, ce sera peut-être différent au périhélie, même probablement. Mais en ce moment, si on regardait le noyau, on verrait rien. On verrait juste du noir, en fait. C'est-à-dire, on verrait que le noyau éclipse les étoiles. Mais on ne verrait pas du tout le noyau. Parce que exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire la texture ou la couleur d'un noyau de comète, c'est du charbon, en fait. C'est vraiment très, très noir. Donc, en fait, le fait qu'on arrive à voir la comète, donc, ça, c'est une image synthétique. Donc, en fait, les niveaux n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on verrait à l'œil. Mais les détecteurs qu'on utilise, en fait, sont extrêmement sensibles, sont à peu près 100 fois plus sensibles que l'œil humain. Donc, ouais, il y a des filtres. Ouais. Donc, sur la caméra, on a 2 roues à filtre. Et en tout, on a 31 configurations possibles.
Alors du coup, sur cette couleur noire là, est-ce que c'est dû simplement au fait qu'on est très loin du Soleil, ou est-ce que c'est dû au fait qu'il y aurait beaucoup de poussière en surface ou... Non, en fait, c'est ce qu'on appelle l'albédo de la surface. Alors, c'est lié au fait que la surface, très probablement, que la surface est très poussiéreuse. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est lié au fait qu'il y a des poussières. Mais c'est aussi lié au fait que la comète est actuellement très loin du Soleil, puisqu'elle reçoit moins de lumière. Donc, du coup, comme elle reçoit moins de lumière, elle en renvoie moins vers l'œil. Et comme elle est à peu près à 3 unités astronomiques, ça varie comme le carré de la distance. Donc ça fait un facteur 3 au carré, c'est-à-dire 9, par rapport à une comète qui serait à la même distance que la Terre du Soleil. Donc les deux, en fait, les deux jouent un rôle, et malheureusement dans le mauvais sens. Alors quand la comète va se rapprocher du Soleil, je crois qu'elle passe à un peu plus qu'une unité astronomique. Donc elle va recevoir 7 ou 8 fois plus de lumière qu'actuellement. Et là, par contre, on arriverait à la distinguer à l'œil. Assis sur la Ouais, sonde. si on était assis sur la sonde et qu'on regardait. Voilà. Les pauses, là, pour vous donner une idée, font 100 millisecondes. Hein. Donc, à peu près. Disons, entre 70 et 150 millisecondes. Pour ceux qui font de la photo, par exemple, on peut comparer. En fait, la caméra, c'est une sorte de super appareil photo avec un énorme zoom de 10 cm de diamètre. On peut vraiment comparer ça à une sorte de super appareil photo numérique. Sauf qu'évidemment, c'est de la technologie d'il y a 20 ans, et là, par contre, l'électronique, ça a beaucoup évolué. Et alors une autre question aussi, je pense à la fin de la mission Rosetta, je m'imagine une sonde qui continuerait à tourner un peu indéfiniment autour de la comète, mais en fait elle n'est pas vraiment en orbite pour l'instant autour de cette comète, la sonde. C'est encore une fois, à l'heure actuelle, on est encore sur des manœuvres qui font une sorte de pseudo-orbite ou... Non, elle est vraiment en orbite, elle est à l'intérieur de ce qu'on appelle la sphère de Hill, en fait, c'est-à-dire la sphère d'influence de la comète. Donc elle est vraiment en orbite. Autrement dit, c'est l'attraction gravitationnelle de la comète sur l'orbiteur qui est la force dominante. C'est pas, par exemple, la gravité solaire. Donc, dans ce sens-là, on considère qu'elle est en orbite autour de la comète, mais c'est une orbite qui est perturbée, parce que y a des forces autres que la gravité de la comète qui perturbent de manière très importante la trajectoire, dont l'activité, le dégazage de la comète, et la gravité solaire aussi, quand elle est un peu loin de la surface. Mais on considère qu'elle est en orbite quand même, à partir du mois d'août, début août. Donc on pourrait imaginer la fin de la mission, on débranche tout et puis on a la sonde qui continue à tourner autour du noyau ou... Bah, c'est peu probable. Mais disons que si ça c'est des problèmes de stabilité d'orbite, en principe, il peut y avoir des orbites stables autour des comètes. Certains collègues ont fait des calculs. Donc. Alors sur des périodes de temps qui ne sont pas infinies malgré tout, mais sur des périodes de temps de plusieurs années, c'est possible. Donc même un passage au périhélie, c'est possible. Donc de trouver des orbites stables. Alors ça dépend de la comète. Alors celle-là, elle a une forme très bizarre, donc c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr non plus qu'on la laisse orbiter indéfiniment. Peut-être qu'il y a d'autres idées. Certaines personnes veulent aller la faire s'éloigner, d'autres veulent la faire atterrir sur la surface. Enfin, il y a plusieurs idées. On n'a pas encore décidé. Ce sera discuté à la fin de la mission. Par contre, c'est à peu près acquis, je pense, que si la sonde fonctionne correctement, fin 2015, la mission sera prolongée de 6 mois. Bien. Est-ce qu'il en reste des questions? Ah. Non, pas du tout, non. Il n'y a pas de. C'est pas une orbite. Non. Non, en fait, il n'y a pas de contrainte de ce type. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment, on calcule à un instant t0 où on va larguer Philae. Donc, on va calculer en fait à l'instant t0 plus delta t, qui serait la date d'atterrissage,
quelle sera l'orientation de la comète. Donc c'est c'est une sorte de ballet qui est bien orchestré. Et comme on connaît bien les paramètres, on arrive à anticiper exactement comment la comète sera orientée au moment où Philae atterrira. C'est assez bizarre, parce qu'en fait 7 heures, c'est pratiquement, c'est une fraction très significative de la période de rotation. Donc elle fera plus qu'un demi-tour en fait la comète en 7 heures. Donc il faudra anticiper en fait. Ce sera presque magique. Mais il n'y a pas de, non, il n'y a pas de, c'est pas géostationnaire au sens où on entend des orbites autour de la Terre. Pardon, je sais pas. Oui, alors c'est tout petit, hein, Philae, ça fait à peu près 80 cm d'envergure. Donc sur les images, là, c'était même pas un pixel, hein, sur les images que je vous ai montrées. Donc c'était vraiment minuscule. On va essayer de faire une image de Philae. Et le mieux, on a fait les calculs, et le mieux qu'on peut espérer, c'est que Philae fera 3 pixels sur l'image, quand on sera très près du noyau. Donc vraiment, on n'arrivera pas à l'observer avec la caméra, même si elle est très, très puissante. Ouais, c'est vraiment une sorte de moustique, ouais, comme vous dites. Ah oui, alors vous pouvez regarder. Alors un bon point de départ, en fait, c'est d'aller sur le blog de l'ESA, parce qu'ils vont renvoyer vers les images, la chaîne ESA TV. Donc le site, pour ceux qui veulent noter, en fait, c'est blog avec un S, BLOGS. Après, c'est .esa.int, INT. Après, il y a un trait, là, un slash, et après Rosetta. Voilà, si vous allez sur ce site, vous aurez toujours les dernières nouvelles de la mission Rosetta. Attention à laquelle vous pouvez ouvrir les portes, la séance est terminée, donc vous pouvez ouvrir les portes. Donc la question là, c'est la comète, en fait, au bout de combien de temps elle va revenir C'est ça votre question? Donc effectivement, donc la première partie, c'est est-ce que les comètes vont et viennent, quoi. En fait, les comètes sont sur des orbites elliptiques, hein, comme on dit, c'est-à-dire des orbites allongées. Donc elles ont des distances au Soleil qui varient beaucoup au cours de l'orbite. Et dans le cas de cette comète-là, elle reviendra à peu près dans 5 ans et demi près du Soleil, après 2015. Donc c'est sa période orbitale. Donc on l'a choisi parce qu'en fait, on l'a choisi parce que c'est une famille de comètes dont le plan orbital est proche du plan orbital de la Terre. Donc elles sont faciles à atteindre avec des sondes spatiales. Une comète comme la comète de Halley, par exemple, a une orbite qui est très inclinée. Donc qui va en fait très haut au-dessus de l'orbite de la Terre. Et ces orbites-là sont très très dures à atteindre. Et le fait qu'elle revienne périodiquement aussi permet de connaître très bien son orbite. Et ce qu'on appelle les paramètres non gravitationnels, en fait les perturbations. Donc c'est aussi une des raisons qui font qu'on a choisi cette comète. Donc oui, vous avez raison. Non, après Philae, une fois qu'il se pose, il ne repart plus. Il va rester à la surface. Après, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver? Combien de temps il va pouvoir fonctionner? C'est des questions, on ne sait pas très bien. Il pourrait fonctionner plusieurs mois, a priori. Mais il sera plus, au bout de quelques semaines, il ne sera plus prioritaire. C'est-à-dire qu'il fonctionnera, mais la priorité sera aussi pour les opérations de l'orbiteur. Donc, en particulier, on communiquera avec Philae quand on pourra. Il n'y aura plus d'orbite spéciale pour communiquer avec Philae. Donc ça va limiter quand même pas mal les opérations qu'on pourra faire avec Philae au-delà d'une semaine ou deux, quoi. Après, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que la décision de faire atterrir Philae sera prise le 12 au matin très tôt. Il est possible qu'il y ait une décision de ne pas déclencher, de ne pas
le faire atterrir, en fait, de le garder. Donc, dans ce cas-là, toutes les opérations seraient reportées de 2 à 3 semaines. Alors peut-être juste avant de nous quitter, j'ai une petite précision. Il y a des gens qui ont demandé des références de sites internet et j'ai un collègue qui m'a signalé que le site de l'ESA est tout en anglais. S'il y a des gens qui préfèrent le français, apparemment le CNES, le CNES propose de suivre aussi l'atterrissage de Philae. Donc vous tapez CNES Rosetta et vous devez pouvoir avoir normalement cet atterrissage. Et puis je vous mentionne aussi les séances, le ciel en direct, qui ont lieu régulièrement au planétarium, et on vous reparlera encore et encore de la sonde Rosetta. Alors sur ce, bien, s'il n'y a plus de questions, bien, je pense qu'on peut remercier Monsieur Jorda. Et puis je vous dis à très bientôt, ici même au planétarium. Au revoir.